Je n'aurais jamais imaginé que ce week-end improvisé à Étretat changerait ma vie à jamais. Tout a commencé par une invitation surprise de mon mari, Marc, et de sa mère, Hélène. C'était un jeudi soir comme les autres, je rentrais du travail, fatiguée après une longue journée au cabinet d'avocat où je travaille depuis 5 ans. À peine avais-je franchi le seuil de notre appartement parisien que Marc m'a accueilli avec un enthousiasme inhabituel. « Sarah, ma chérie. J'ai une super idée pour ce week-end », s'est-il exclamé, ses yeux pétillants d'excitation. Maman et moi, on pensait qu'on pourrait tous partir à Étretat. Tu sais, la petite ville côtière en Normandie dont je t'ai parlé ? Ça nous ferait du bien de prendre l'air, non ? J'étais surprise, pour ne pas dire méfiante. Marc n'était pas du genre à proposer des escapades spontanées, et nos relations avec Hélène étaient compliquées, pour dire le moins. Mais quelque chose dans son sourire, dans l'énergie qui émanait de lui, m'a fait hésiter à refuser immédiatement. « Je ne sais pas, Marc, ai-je répondu, en posant mon sac et en enlevant mes chaussures. C'est un peu soudain, non ? Et j'ai pas mal de travail en ce moment. » C'est à ce moment-là qu'Hélène est sortie de la cuisine, un tablier autour de la taille et une spatule à la main. Je ne l'avais même pas entendue arriver. « Oh, allez, Sarah », a-t-elle insisté avec un sourire qui semblait presque sincère. « Ça nous fera du bien à tous. Et puis, ça fait si longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble, tous les trois. » J'ai senti une pointe d'irritation monter en moi. C'était typique d'Hélène de débarquer à l'improviste et de chambouler nos plans. Mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce week-end pourrait être l'occasion de renouer des liens, de dissiper cette tension qui planait entre nous depuis si longtemps. Après un moment d'hésitation, j'ai finalement cédé. « D'accord », ai-je soupiré, un petit sourire aux lèvres. « Pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa. » Le visage de Marc s'est illuminé, et même Hélène semblait sincèrement ravie. Nous avons passé la soirée à planifier notre voyage, à chercher un hôtel sur Internet et à décider de ce que nous allions faire une fois sur place. L'enthousiasme de Marc était contagieux, et je me suis surprise à attendre ce week-end avec impatience. Le lendemain matin, nous avons pris la route tôt. Le trajet de Paris à Étretat n'est pas très long, environ 2h30, mais nous voulions profiter au maximum de notre journée. La route était agréable, serpentant à travers la campagne normande. Les champs verdoyants défilaient par la fenêtre, ponctués çà et là par des vaches paisibles et des pommiers en fleurs. Marc conduisait, Hélène était assise à l'avant, et moi à l'arrière. Étrangement, l'atmosphère était détendue. Nous discutions de tout et de rien, nous rappelant des souvenirs de famille, riant même à certaines anecdotes. C'était comme si la perspective de ce week-end avait momentanément effacé toutes nos tensions. Pourtant, de temps en temps, je surprenais des regards furtifs entre Marc et sa mère, des chuchotements quand ils pensaient que je ne faisais pas attention. Une petite voix au fond de moi me disait que quelque chose clochait, mais je l'ai ignoré, préférant me concentrer sur les moments positifs. Nous sommes arrivés à Étretat en début d'après-midi. La petite ville côtière était aussi charmante que Marc me l'avait décrite. Les falaises blanches emblématiques se dressaient fièrement au-dessus de la Manche, et l'air marin vivifiant m'a immédiatement fait oublier le stress de la semaine. Notre hôtel, le Dormy House, était perché sur les hauteurs, offrant une vue imprenable sur la mer. C'était un bâtiment ancien, plein de caractère, avec des poutres apparentes et des murs en pierre. Notre chambre était simple mais confortable, avec une grande fenêtre donnant sur l'océan. Après nous être installés, nous sommes partis explorer la ville. Nous avons flâné dans les ruelles pittoresques, admiré les maisons à colombages typiques de la région, et bien sûr, nous sommes allés voir les fameuses falaises. L'arche naturelle d'Étretat, sculptée par des millions d'années d'érosion, était vraiment impressionnante. En fin d'après-midi, nous nous sommes arrêtés dans un petit café sur la plage de Galets. Sirotant un cidre local, une spécialité normande que j'ai tout de suite adorée, je me suis surprise à penser que finalement, cette escapade improvisée était une excellente idée. Le soir venu, nous avons dîné dans un petit restaurant recommandé par le réceptionniste de l'hôtel. La cuisine normande était délicieuse, des huîtres fraîches de la région, suivies d'un filet de bar à la crème et aux pommes. Le repas s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse, presque comme si les tensions des derniers mois n'avaient jamais existé. Cependant, vers la fin du repas,
j'ai de nouveau remarqué ces regards furtifs entre Marc et Hélène. Cette fois, je n'ai pas pu m'empêcher de demander, qu'est-ce qui se passe tous les deux? Vous avez l'air de partager un secret. Marc a ri, peut-être un peu trop fort. Mais non, ma chérie. On est juste content d'être ici, c'est tout. Hélène a renchéri, oui, c'est tellement agréable de passer du temps ensemble, tous les trois. J'ai hoché la tête, pas tout à fait convaincue, mais ne voulant pas gâcher l'ambiance. Après tout, peut-être que j'étais trop suspicieuse, que je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. De retour à l'hôtel, épuisée par cette journée riche en émotions et en activités, je me suis rapidement préparée pour la nuit. Marc a proposé de descendre au bar de l'hôtel pour un dernier verre avec sa mère, mais j'ai décliné, préférant me coucher tôt. Alors que je me glissais sous les draps frais, bercée par le bruit lointain des vagues, je me suis dit que peut-être, finalement, ce week-end allait vraiment nous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que toutes mes inquiétudes n'étaient que le fruit de mon imagination. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que je m'endormais paisiblement, Marc et Hélène étaient en train de mettre en place un plan qui allait bouleverser ma vie. Dans le calme de la nuit normande, alors que je rêvais de falaises blanches et de mer bleue, ils préparaient une trahison que je n'aurais jamais pu imaginer. Le sommeil m'a rapidement gagné, et j'ai sombré dans un repos profond, inconsciente du drame qui se jouait autour de moi. Cette nuit-là, j'ai fait des rêves étranges, mélange de souvenirs heureux et d'angoisses diffuses. Quelque part, au fond de moi, mon instinct essayait peut-être de me prévenir. Mais bercé par la fatigue et l'espoir d'un nouveau départ, je n'ai pas su écouter ces avertissements silencieux. Demain serait un autre jour, pensais-je. Un jour qui marquerait peut-être le début d'une nouvelle harmonie familiale. Si seulement j'avais su à quel point je me trompais. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le doux bruit des vagues qui s'écrasaient contre les falaises d'Étretat. Un rayon de soleil filtrait à travers les rideaux mal fermés, caressant mon visage. Pendant un instant, je suis restée là, immobile, savourant ce moment de paix. L'air marin, chargé d'iode, emplissait la chambre, me rappelant que j'étais loin de l'agitation parisienne. Puis, lentement, j'ai pris conscience du silence inhabituel qui régnait dans la chambre. Pas de respiration régulière de Marc à côté de moi, pas de bruissement de drap. J'ai tendu la main, tâtonnant le lit, mais je n'ai rencontré que du vide. Marc, ai-je appelé, ma voix encore enrouée par le sommeil. Pas de réponse. Je me suis redressée, clignant des yeux pour m'habituer à la lumière. La chambre était vide. Le lit de camp qu'Hélène avait utilisé la veille était replié et rangé contre le mur. Les affaires de Marc et d'Hélène n'étaient plus là. Une vague d'inquiétude m'a envahi. Peut-être était-il descendu prendre le petit déjeuner sans moi? J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone posé sur la table de nuit. 9h30, j'avais dormi plus longtemps que prévu, mais ce n'était pas si tard. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le message sur l'écran de mon téléphone. Un SMS de Marc. Le cœur battant, je l'ai ouvert. Profite bien de ta nouvelle vie, sans argent ni vêtements, sorcière. Ah! J'ai relu le message une fois, 2 fois, 3 fois. Les mots dansaient devant mes yeux, mais je n'arrivais pas à leur donner un sens. C'était une blague, n'est-ce pas? Une mauvaise blague de Marc et d'Hélène. Tremblante, je me suis levée. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Ma valise avait disparu. J'ai ouvert frénétiquement l'armoire, les tiroirs de la commode. Vide. Tous mes vêtements, mes affaires de toilette, mon sac à main, tout avait disparu. La panique m'a submergée. J'ai couru jusqu'à la salle de bain, espérant y trouver au moins ma trousse de toilette. Rien. Même la serviette que j'avais utilisée la veille n'était plus là. Je suis retournée dans la chambre, le souffle court, essayant désespérément de comprendre ce qui se passait. C'est alors que j'ai vu mon reflet dans le miroir. J'étais là, debout au milieu de cette chambre d'hôtel, vêtue uniquement de mon pyjama, l'air hagard et perdu. La réalité m'a frappée de plein fouet. Ce n'était pas une blague. Marc et Hélène m'avaient vraiment abandonnée ici, sans rien. Pas d'argent, pas de vêtements, pas de papier d'identité. Rien. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues sans que je puisse les retenir. Comment avait-il pu me faire ça? Pourquoi? Que avais-je fait pour mériter un tel traitement?
Je me suis effondrée sur le lit, secouée de sanglots. Les souvenirs de la veille défilaient dans ma tête. Les regards complices entre Marc et Hélène, leurs chuchotements. Tout prenait un sens horrible maintenant. Ils avaient planifié ça depuis le début. Ce week-end n'était qu'un prétexte pour m'attirer loin de chez moi et m'abandonner. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai réussi à reprendre un semblant de contrôle. Je devais agir, faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester là à pleurer. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de réfléchir rationnellement. J'étais avocate, bon sang. J'avais l'habitude de gérer des situations difficiles. Certes, je n'avais jamais eu à faire face à quelque chose comme ça, mais je devais garder mon sang-froid. La première chose à faire était de contacter la réception de l'hôtel. Peut-être pourrait-il m'aider d'une manière ou d'une autre. J'ai attrapé le téléphone de la chambre et j'ai composé le numéro de la réception. Bonjour, ici la réception du Dormy House. Que puis-je faire pour vous, a répondu une voix féminine. Bonjour, ai-je dit, essayant de garder une voix stable. Je suis dans la chambre 203. J'ai un problème. Mes affaires ont disparu, et mon mari est parti. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil. Je vois. Je vais vous envoyer quelqu'un tout de suite, madame. Ne bougez pas. Quelques minutes plus tard, on frappait à ma porte. C'était une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris tirés en un chignon serré. Son badge indiquait « Madame Leroy, directrice ». « Bonjour, madame », a-t-elle dit doucement en entrant dans la chambre. « J'ai cru comprendre que vous aviez un problème ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Les larmes menaçaient à nouveau de couler. Madame Leroy s'est assise à côté de moi sur le lit. Avec une patience et une gentillesse que je n'oublierai jamais, elle m'a écouté raconter toute l'histoire. Comment Marc et Hélène m'avaient convaincu de venir ici, comment ils avaient agi normalement hier, et comment je m'étais réveillée ce matin pour découvrir qu'ils étaient partis avec toutes mes affaires. « Je suis vraiment désolée que cela vous arrive, madame, a-t-elle dit une fois que j'eus fini. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous voyons ce genre de situation. Pas exactement comme ça, bien sûr, mais des gens abandonnés par leurs conjoints. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. » Elle m'a expliqué que l'hôtel ne pouvait pas faire grand-chose d'un point de vue légal. Marc avait payé la chambre en espèces pour tout le week-end, donc techniquement, j'avais le droit de rester jusqu'à dimanche. Mais après. Écoutez, a-t-elle dit en me prenant la main, voici ce que nous allons faire. Je vais vous apporter quelques vêtements de rechange. Ce ne sera pas grand-chose, juste des vêtements que des clients ont oubliés et que nous gardons au cas où. Ensuite, vous allez descendre prendre un bon petit déjeuner. Ça vous fera du bien. Pendant ce temps, je vais contacter la police locale pour voir ce qu'ils peuvent faire. J'ai acquiescé, reconnaissante pour sa gentillesse. Madame Leroy est revenue quelques minutes plus tard avec un jean, un t-shirt et un pull. Les vêtements étaient un peu grands pour moi, mais c'était mieux que rien. Une fois habillée, je suis descendue à la salle à manger. Malgré mon manque d'appétit, j'ai forcé quelques bouchées de croissant et bu un café. Mon esprit tournait à plein régime, essayant de comprendre comment j'allais m'en sortir. Madame Leroy est revenue me voir alors que je finissais mon café. Son visage était grave. J'ai parlé à la police, m'a-t-elle dit doucement. Malheureusement, ils ne peuvent pas faire grand-chose dans l'immédiat. Comme vous êtes majeur et que vous êtes venu ici de votre plein gré, ils considèrent qu'il n'y a pas eu d'enlèvement ou de séquestration. Quant au vol de vos affaires. Comme c'est votre mari qui les a prises, c'est considéré comme une affaire de couple. Ils m'ont dit que vous devriez porter plainte une fois de retour à Paris. J'ai senti mon cœur se serrer. J'étais seule. Vraiment seule. Que vais-je faire, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Madame Leroy. Elle m'a regardé avec compassion. Avez-vous de la famille ou des amis qui pourraient vous aider? J'ai réfléchi un moment. Ma famille était loin, en Bretagne. Mes amis. La plupart étaient des amis de Marc et moi. Qui me croirait si je leur racontais ce qui s'était passé? Puis, soudain, j'ai pensé à Sophie. Ma meilleure amie depuis le lycée. Nous nous étions un peu perdus de vue ces dernières années,
principalement à cause de Marc qui ne l'aimait pas beaucoup. Mais si quelqu'un pouvait m'aider, c'était elle. Oui, ai-je dit à Madame Leroy. Je crois que j'ai quelqu'un à contacter. Elle m'a souri, soulagée. Très bien. Utilisez le téléphone de la réception pour l'appeler. Ne vous inquiétez pas pour les frais, c'est la maison qui offre. Avec des mains tremblantes, j'ai composé le numéro de Sophie. Après 3 sonneries qui m'ont semblé durer une éternité, j'ai entendu sa voix familière. Allô? Sophie? C'est Sarah. J'ai besoin d'aide. Et là, dans le hall de cet hôtel d'Étretat, entouré d'inconnus bienveillants, j'ai éclaté en sanglots. Sophie m'a écoutée, choquée mais déterminée à m'aider. Elle m'a promis de faire un virement immédiat pour que je puisse rentrer à Paris. Alors que je raccrochais, je me suis sentie à la fois vidée et étrangement déterminée. Ce n'était que le début d'une longue bataille, je le savais. Mais j'allais me battre. Pour ma dignité, pour ma vie. J'ai regardé par la fenêtre, vers les falaises majestueuses d'Étretat. Elles avaient résisté à des millions d'années d'érosion, tenant bon face aux assauts incessants de la mer. Et moi aussi, je tiendrai bon. Quoi qu'il arrive. Assise dans le hall de l'hôtel Dormy-House, j'attendais que le virement de Sophie arrive. Chaque minute semblait durer une éternité. Mon esprit oscillait entre l'incrédulité face à la situation et une détermination naissante à m'en sortir. Madame Leroy, la directrice de l'hôtel, passait régulièrement me voir, m'apportant du thé et des mots de réconfort. Vers midi, mon téléphone a vibré. Un message de ma banque m'informait qu'un virement avait été effectué sur mon compte. Le soulagement m'a submergé. J'avais maintenant les moyens de rentrer à Paris et de commencer à reconstruire ma vie. Ça y est, ai-je dit à Madame Leroy, qui était assise à côté de moi. L'argent est arrivé. Elle m'a souri chaleureusement. Je suis heureuse pour vous, madame. Que comptez-vous faire maintenant? J'ai pris une profonde inspiration. Je vais rentrer à Paris. Je dois affronter cette situation de face. Madame Leroy a hoché la tête avec approbation. C'est une sage décision. Mais avant de partir, vous devriez peut-être acheter quelques vêtements et des articles de toilette. Il y a une petite boutique pas loin d'ici qui pourrait vous dépanner. J'ai suivi son conseil. Accompagnée d'une employée de l'hôtel, je suis allée dans une petite boutique du centre-ville d'Étretat. J'ai acheté le strict nécessaire, des sous-vêtements, un jean, quelques t-shirts, un pull et une veste légère. Dans une pharmacie voisine, j'ai trouvé une brosse à dents, du dentifrice et quelques autres produits d'hygiène essentiels. Ces achats, bien que modestes, m'ont redonné un sentiment de normalité. De retour à l'hôtel, j'ai réservé un billet de train pour Paris. Le prochain départ était à 15h30 de la gare du Havre. Madame Leroy a insisté pour qu'un membre du personnel me conduise à la gare. Avant de partir, j'ai remercié chaleureusement Madame Leroy et son équipe pour leur gentillesse et leur soutien. « Vous êtes une femme forte », m'a-t-elle dit en me serrant la main. « Et n'oubliez jamais ça. Ce qui vous est arrivé est terrible, mais vous allez vous en sortir. » Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru possible. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. Le trajet jusqu'à la gare du Havre s'est fait dans un silence contemplatif. Je regardais défiler le paysage normand, si beau et paisible, en contraste total avec le tumulte de mes émotions. Une fois dans le train, j'ai enfin eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Comment en étions-nous arrivés là? Marc et moi avions eu nos problèmes, certes, mais de là à me faire ça. Et Hélène, sa mère, qui avait participé à ce plan cruel. Comment une belle-mère pouvait-elle haïr sa belle-fille à ce point? Alors que le train filait vers Paris, j'ai commencé à retracer mentalement les derniers mois de notre relation. Les petites remarques acerbes de Marc, son irritation croissante, les visites de plus en plus fréquentes d'Hélène. Tout prenait un sens nouveau à la lumière de ce qui venait de se passer. Mon téléphone a vibré, me sortant de mes pensées. C'était un message de Sophie, « Tu es en route? Je t'attends à la gare. Courage, ma belle. » Ce simple message m'a réchauffé le cœur. Malgré tout, je n'étais pas seule. J'avais encore des amis sur qui compter.
Le train est arrivé à la gare Saint-Lazare en début de soirée. Quand je suis descendue sur le quai, j'ai immédiatement repéré Sophie. Elle se tenait là, scrutant la foule, un air inquiet sur le visage. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est précipitée vers moi et m'a prise dans ses bras. « Oh, Sarah » a-t-elle murmuré. « Je suis tellement désolée. » Nous sommes restés ainsi un moment, au milieu du flot de voyageurs. Pour la première fois depuis ce matin cauchemardesque, je me suis sentie en sécurité. Sophie m'a emmenée chez elle, un petit appartement cosy dans le 11e arrondissement. Elle avait préparé le canapé lit pour moi et commandé des pizzas. « Tu vas rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin » m'a-t-elle dit fermement. « On va affronter ça ensemble. » Cette nuit-là, allongée sur le canapé lit de Sophie, j'ai pleuré silencieusement. Des larmes de tristesse, de colère, mais aussi de soulagement. J'avais touché le fond, certes, mais j'étais de retour à Paris, entourée d'une amie qui me soutenait. C'était un nouveau départ. Le lendemain matin, Sophie et moi avons commencé à établir un plan d'action. La première étape était de bloquer mes cartes bancaires, au cas où Marc essaierait de les utiliser. Ensuite, nous sommes allés au commissariat pour porter plainte pour vol. L'officier qui nous a reçus était compatissant, mais peu optimiste quant aux suites qui seraient données à ma plainte. Malheureusement, madame, m'a-t-il expliqué, dans ce genre de situation conjugale, il est souvent difficile de prouver qu'il y a eu vol. Votre mari pourrait prétendre que ces objets lui appartiennent ou que vous les lui avez donnés. Malgré tout, il a enregistré ma plainte. C'était un premier pas, aussi petit soit-il. L'étape suivante a été de contacter un avocat spécialisé en droit de la famille. Sophie connaissait quelqu'un et a réussi à me décrocher un rendez-vous pour le lendemain. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités. Entre les rendez-vous avec l'avocat, les démarches administratives pour changer mes papiers d'identité, et la recherche d'un nouvel emploi, j'avais découvert que Marc avait appelé mon cabinet pour démissionner en mon nom, je n'avais guère le temps de m'apitoyer sur mon sort. Petit à petit, je commençais à reprendre le contrôle de ma vie. Chaque petit pas en avant était une victoire. Chaque obstacle surmonté me rendait plus forte. Un soir, environ 2 semaines après mon retour à Paris, Sophie et moi étions assises sur son balcon, partageant une bouteille de vin. « Et tu sais, m'a-t-elle dit, je suis impressionnée par ta force. Beaucoup de gens se seraient effondrés après ce que tu as vécu. » J'ai souri faiblement. « Je n'ai pas vraiment le choix, tu sais. C'est ça ou laisser Marc et Hélène gagner. » Sophie a hoché la tête. « C'est vrai. Mais tu aurais pu choisir la facilité, te laisser abattre. Au lieu de ça, tu te bats. C'est admirable. » Ces mots m'ont fait réfléchir. C'est vrai que je me battais. Chaque jour était un combat, mais je ne laissais pas la situation me définir. J'étais plus que ce qui m'était arrivé. Les semaines sont devenues des mois. Petit à petit, ma vie a commencé à prendre une nouvelle forme. J'ai trouvé un nouvel emploi dans un petit cabinet d'avocats, moins prestigieux que mon ancien poste, mais l'ambiance y était chaleureuse et le travail gratifiant. J'ai emménagé dans un minuscule studio, à peine plus grand qu'une chambre de bonne, mais c'était chez moi. Marc a fini par me contacter, via son avocat. Il voulait divorcer. J'étais prête. Les négociations ont été difficiles, Marc essayant de me priver de tout, mais mon avocat s'est battu comme un lion. Au final, j'ai obtenu une compensation financière correcte pour les biens que Marc m'avait volés. Le jour où le divorce a été prononcé, j'ai ressenti un mélange étrange de tristesse et de soulagement. C'était la fin d'un chapitre de ma vie, certes, mais aussi le début d'un nouveau. Ce soir-là, Sophie a insisté pour fêter ça. Nous sommes allés dans un petit bar que nous fréquentions souvent à l'époque du lycée. Assise là, entourée de vieux amis que Sophie avait invités, j'ai réalisé à quel point j'avais changé. J'étais plus forte, plus résiliente. J'avais traversé l'enfer et j'en étais sortie. À Sarah, a lancé Sophie en levant son verre. À sa force et à son courage. Tout le monde a trinqué. J'ai senti une vague d'émotions me submerger. J'étais reconnaissante pour ses amis, pour cette nouvelle vie que je construisais. Plus tard dans la soirée, alors que nous marchions le long de la Seine, Sophie m'a demandé, « Alors, quel est ton prochain défi ?» J'ai réfléchi un moment.
Tu sais quoi? Je crois que je vais reprendre mes études. J'ai toujours voulu me spécialiser en droit des femmes. Je pense que c'est le bon moment. Sophie m'a souri. Ça te ressemble bien. Toujours à vouloir aider les autres. J'ai haussé les épaules. Disons que j'ai une expérience personnelle qui pourrait être utile. Nous avons ri toutes les deux. C'était un rire léger, libérateur. Un rire qui disait que malgré tout, la vie continuait. Et qu'elle pouvait même être belle. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'ai vu une femme différente de celle qui s'était réveillée ce matin fatidique à Étretat. Une femme plus forte, plus sage, mais aussi plus compatissante. Une femme qui avait survécu et qui était prête à affronter ce que la vie lui réservait. Le chemin vers la résilience avait été long et difficile. Mais je l'avais parcouru. Et j'étais fière de la personne que j'étais devenue. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis cette terrible journée à Étretat. Ma vie avait pris un nouveau tournant. J'avais repris mes études comme prévu, me spécialisant en droit des femmes. Ce nouveau défi m'avait donné un but, une raison de me lever chaque matin avec détermination. Mes journées étaient partagées entre les cours à l'université et mon travail au cabinet d'avocat, où j'avais obtenu un poste à temps partiel. Un soir, alors que je rentrais d'une longue journée de cours, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Intriguée, j'ai décroché. Là, allô, ai-je dit, un peu méfiante. Sarah? C'est Lucie, la voisine de ton ancien appartement. Mon cœur s'est serré. Lucie était une femme charmante qui habitait sur le même palier que Marc et moi. Nous avions l'habitude de prendre le café ensemble de temps en temps. Lucie. Ça fait longtemps. Comment allez-vous? Bien, bien, a-t-elle répondu rapidement. Écoute, Sarah, je t'appelle parce que, eh bien, il se passe quelque chose de bizarre chez toi. Enfin, chez Marc. J'ai senti mon estomac se nouer. Que voulez-vous dire? Eh bien, Marc et sa mère sont rentrés il y a quelques jours. Ils avaient l'air, je ne sais pas, nerveux? Et puis aujourd'hui, j'ai vu des déménageurs. Ils emportaient presque tous les meubles. Je me suis dit que tu devrais peut-être être au courant. Mon esprit tournait à toute vitesse. Marc et Hélène étaient de retour? Et ils déménageaient? Pourquoi maintenant? Merci, Lucie, ai-je dit d'une voix que j'espérais calme. J'apprécie que vous m'ayez prévenu. Après avoir raccroché, je suis restée immobile un long moment, essayant de digérer cette information. Une partie de moi voulait ignorer tout ça, laisser Marc et son déménagement derrière moi. Mais une autre partie, plus forte, sentait que je devais y aller. Je devais voir de mes propres yeux. J'ai appelé Sophie et lui ai expliqué la situation. « Tu es sûre de vouloir y aller ?» m'a-t-elle demandé, inquiète. Oui, ai-je répondu avec une assurance que je ne ressentais qu'à moitié. Je dois le faire. Pour tourner la page définitivement. Sophie a insisté pour m'accompagner. Une demi-heure plus tard, nous étions dans sa voiture, en route vers mon ancien appartement. Le trajet s'est fait dans un silence tendu. Mon esprit repassait en boucle tous les souvenirs liés à cet endroit, bons et mauvais. Quand nous sommes arrivés, la rue était calme. Rien ne laissait présager ce qui se passait à l'intérieur de l'immeuble. Nous sommes montés les escaliers, mon cœur battant de plus en plus fort à chaque marche. Arrivés sur le palier, nous avons vu la porte de l'appartement grande ouverte. Des bruits de pas et de meubles qu'on déplace résonnaient à l'intérieur. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée. Le choc m'a cloué sur place. L'appartement, autrefois si familier, était méconnaissable. La plupart des meubles avaient disparu. Ceux qui restaient étaient recouverts de draps blancs, comme des fantômes silencieux. Les murs, autrefois décorés de nos photos et de tableaux que nous avions choisis ensemble, étaient nus, révélant des rectangles plus clairs là où les cadres avaient protégé la peinture du soleil. Au milieu de ce chaos se tenait Marc, l'air hagard. Quand il m'a vu, son visage est passé de la surprise à la colère, puis à une sorte de résignation fatiguée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-il demandé d'une voix rauque. « J'ai appris que tu déménageais, ai-je répondu, essayant de garder une voix neutre. Je voulais voir par moi-même. Marc a ri, un rire sans joie.
Eh bien, voilà. Tu as vu. Satisfaite? C'est à ce moment-là qu'Hélène est sortie de la chambre. Son visage s'est durci quand elle m'a aperçu. Toi, a-t-elle craché. Comment oses-tu venir ici? Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, a fait un pas en avant. Elle a autant le droit d'être ici que vous. Plus, même, vu ce que vous lui avez fait. Hélène a ouvert la bouche pour répliquer, mais Marc l'a interrompu d'un geste. Ça suffit, maman. Ça ne sert à rien. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre ce qui se passait. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas que nos meubles qui manquaient. Tous les objets de valeur semblaient avoir disparu. Les bibelots coûteux qu'Hélène nous offrait à chaque Noël, la collection de montres de Marc, même le vieux service en argent qui appartenait à sa famille depuis des générations. Tout avait disparu. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé, la curiosité l'emportant sur la prudence. Marc et Hélène ont échangé un regard, puis Marc a soupiré profondément. Tu veux vraiment savoir? Très bien. Après l'avoir laissé à Étretat, on est parti en voyage. On avait prévu de partir quelques mois, le temps que les choses se tassent. Mais... Il a hésité, jetant un coup d'œil à sa mère qui semblait sur le point d'exploser. Mais quoi, ai-je insisté. Mais on s'est fait avoir, a finalement lâché Hélène, la voix tremblante de colère. Ces salauds nous ont tout pris. Petit à petit, l'histoire est sortie. Après m'avoir abandonné, Marc et Hélène étaient partis pour l'Asie du Sud-Est. Là-bas, ils avaient rencontré un groupe de personnes qui leur avaient proposé un investissement incroyable. Aveuglés par la cupidité et l'excitation de leur victoire sur moi, ils avaient investi presque toutes leurs économies. Bien sûr, c'était une arnaque. Quand ils s'en sont rendus compte, il était trop tard. Tout leur argent avait disparu. On a dû vendre presque tout ce qu'on avait pour payer les dettes, a conclu Marc, l'air abattu. J'étais abasourdi. Une partie de moi voulait rire de l'ironie de la situation. Une autre partie se sentait étrangement triste pour eux. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, on repart à zéro, a répondu Marc. On va aller vivre chez ma tante en province. Elle a accepté de nous héberger le temps qu'on se remette sur pied. Le silence est retombé dans l'appartement. Je regardais ces deux personnes qui m'avaient fait tant de mal, qui avaient essayé de me détruire, et je ne ressentais plus de colère. Juste de la pitié, et peut-être un peu de soulagement. Ils avaient voulu me punir, me faire souffrir, mais au final, c'était eux qui avaient tout perdu. Je suis désolée que ça se soit passé comme ça, ai-je dit finalement. Et je le pensais vraiment. Marc m'a regardé, surpris. Pendant un instant, j'ai cru voir une lueur de remords dans ses yeux. Mais Hélène est intervenue avant qu'il ne puisse répondre. On n'a pas besoin de ta pitié, a-t-elle craché. Sors d'ici. J'ai hoché la tête. Il était temps de partir, de laisser tout ça derrière moi une bonne fois pour toutes. Là allons-y, ai-je dit à Sophie. Alors que nous nous dirigions vers la porte, j'ai entendu Marc m'appeler. Sarah. Je me suis retournée. Je suis désolée. Pour tout. J'ai soutenu son regard pendant un long moment. Puis j'ai simplement hoché la tête et je suis sortie. Dans l'escalier, Sophie m'a pris la main. Tu vas bien? J'ai pris une profonde inspiration. Oui. Je crois que oui. Et c'était vrai. En sortant de l'immeuble, j'ai ressenti un immense soulagement. Comme si un poids que je ne savais même pas porter venait de m'être enlevé. Ce soir-là, assise sur le balcon de mon petit studio, je repensais à tout ce qui s'était passé. À la façon dont ma vie avait basculé ce matin-là à Étretat, à tout ce que j'avais traversé depuis. Et je me suis rendu compte que, malgré toute la douleur et les difficultés, je ne changerais rien. Cette expérience m'avait rendue plus forte, plus résiliente. Elle m'avait montré qui étaient mes vrais amis, m'avait poussé à poursuivre mes rêves. Et surtout, elle m'avait appris que j'étais capable de surmonter n'importe quoi. Marc et Hélène avaient voulu me briser, mais ils avaient échoué. Au contraire, j'étais plus solide que jamais. Prête à affronter tout ce que la vie pourrait me réserver. Avec un sourire, j'ai levé mon verre vers le ciel étoilé de Paris.
À l'avenir, à la résilience, et aux nouvelles chances que la vie nous offre quand on s'y attend le moins. Les jours qui ont suivi ma visite inattendue à mon ancien appartement ont été un tourbillon d'émotions. J'oscillais entre le soulagement d'avoir enfin obtenu une forme de clôture et une étrange inquiétude. Malgré tout ce que Marc et Hélène m'avaient fait subir, je ne pouvais m'empêcher de penser à leur situation actuelle. La justice karmique avait peut-être frappé, mais était-ce vraiment ce que je voulais ? Une semaine après cette rencontre, alors que je sortais de la fac après un cours particulièrement intense sur les droits des femmes victimes de violences conjugales, mon téléphone a vibré. C'était un message de Marc, on peut se voir ? J'ai besoin de te parler. Mon premier réflexe a été de refuser. Pourquoi devrais-je lui accorder mon temps après tout ce qu'il m'avait fait ? Mais une petite voix dans ma tête me disait que cette conversation était peut-être nécessaire, ne serait-ce que pour moi-même. Après avoir longuement réfléchi, j'ai répondu, d'accord. Demain, 15h, au Café des Artistes. C'était un endroit public, pas trop loin de chez moi, où je me sentirais en sécurité. Le lendemain, je suis arrivée au café avec 15 minutes d'avance, le cœur battant. J'ai choisi une table près de la fenêtre, d'où je pouvais voir la rue. À 15h précises, j'ai vu Marc arriver. Il avait l'air fatigué, presque vieilli. Quand il m'a aperçu, il a hésité un instant avant d'entrer. « Salut » a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. « Bonjour Marc » ai-je répondu, essayant de garder une voix neutre. Un silence gênant s'est installé. Marc regardait partout sauf dans ma direction. Finalement, j'ai décidé de briser la glace. « Tu voulais me parler ?» Il a pris une profonde inspiration. « Oui. Je voulais m'excuser. Vraiment m'excuser, pas comme l'autre jour dans l'appartement. » J'ai senti ma gorge se serrer. Ces mots, je les avais attendus pendant si longtemps. Mais maintenant qu'ils étaient là, je ne savais pas comment réagir. « Sarah, ce qu'on t'a fait, c'était horrible. Impardonnable. J'ai été lâche, cruelle, et je n'ai aucune excuse. » J'ai écouté en silence, le regardant lutter avec ses mots et ses émotions. Quand ma mère a suggéré ce plan, j'aurais dû dire non. J'aurais dû te défendre. Mais j'étais en colère, frustrée, et j'ai laissé ces sentiments prendre le dessus. « Pourquoi ?» ai-je finalement demandé. « Qu'est-ce que je t'avais fait pour mériter ça ?» Marc a secoué la tête. « Tu n'avais rien fait. C'était moi. J'étais jaloux de ta réussite, de ton ambition. Je me sentais, insignifiant à côté de toi. Et ma mère n'arrêtait pas d'en rajouter, de dire que tu me méprisais, que tu allais me quitter dès que tu aurais une meilleure opportunité. » J'étais abasourdie. Tout ce temps, c'était ça. De la jalousie et des insécurités alimentées par sa mère ? Marc, j'étais fière de toi. Je n'ai jamais pensé à te quitter. Il a eu un rire amer. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, j'étais aveuglée par mes propres peurs. Nous sommes restés silencieux un moment, absorbant le poids de ces révélations. Et maintenant, ai-je demandé. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais repartir de zéro. Trouver un travail, n'importe lequel pour commencer. Et surtout, je vais prendre mes distances avec ma mère. J'ai réalisé à quel point son influence avait été toxique. J'ai hoché la tête, appréciant sa prise de conscience. Sarah, a-t-il continué, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais, est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras me pardonner ? Cette question m'a prise au dépourvu. Le pardon ? Était-ce même possible après tout ce qui s'était passé ? Je ne sais pas, Marc, ai-je répondu honnêtement. Ce que vous m'avez fait, toi et ta mère, ça m'a brisé. J'ai dû tout reconstruire à partir de rien. Il a baissé les yeux, honteux. Mais, ai-je continué, je ne veux pas vivre avec de la rancœur. Ça ne me ferait que du mal. Alors peut-être qu'avec le temps, je pourrai te pardonner. Pas pour toi, mais pour moi. Marc a levé les yeux, surpris par ma réponse. Merci, a-t-il murmuré. C'est déjà plus que ce que je mérite. Alors que nous étions sur le point de nous séparer, une voix stridente a retenti derrière nous. Marc. Qu'est-ce que tu fais avec elle ? Nous nous sommes retournés pour voir Hélène, debout à l'entrée du café,
le visage déformé par la colère. Maman, a dit Marc, visiblement choqué. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai suivi, a-t-elle craché. Je savais que tu mijotais quelque chose. Et voilà que je te trouve avec cette garce. Je me suis levée, sentant la colère monter en moi. Ça suffit, Hélène. Vous n'avez rien à faire ici. Elle s'est approchée, menaçante. Et toi, tu la fermes. C'est de ta faute si on en est là. Si tu n'avais pas ensorcelé mon fils. Marc s'est interposé. Arrête, maman. C'est fini tout ça. Sarah n'y est pour rien dans nos problèmes. C'est nous qui avons tout gâché. Hélène a reculé, comme frappée. Comment oses-tu dire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Ce que tu as fait pour moi, a répété Marc, incrédule. Tu as détruit mon mariage, tu m'as poussé à faire des choses horribles, et maintenant on a tout perdu à cause de tes idées folles. Le café était devenu silencieux, tous les clients observant la scène qui se déroulait devant eux. Hélène, sentant tous les regards sur elle, a semblé se dégonfler. Marc, mon chéri, je voulais juste te protéger. Me protéger, a-t-il ri sans joie. Non, maman. Tu voulais me contrôler. Et j'ai été assez stupide pour te laisser faire. Il s'est tourné vers moi. Sarah, je suis désolée. Je ne savais pas qu'elle me suivait. J'ai hoché la tête, encore sous le choc de cette confrontation inattendue. Hélène nous regardait tour à tour, son visage passant de la colère à la confusion, puis à une sorte de désespoir. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» a-t-elle demandé à Marc d'une petite voix. « Je te l'ai dit hier. Je pars. J'ai besoin de prendre mes distances, de réfléchir à tout ça. »« Mais, et moi ?» a-t-elle demandé, soudain vulnérable. Marc a secoué la tête. « Tu es ma mère, et je t'aime. Mais j'ai besoin d'espace. On en a tous besoin. » Il s'est tourné vers moi une dernière fois. « Merci de m'avoir écouté, Sarah. Je sais que ça ne change rien à ce qui s'est passé, mais je voulais que tu saches la vérité. » J'ai acquiescé, incapable de parler. Marc a pris sa mère par le bras et l'a doucement guidée vers la sortie. Avant de partir, il m'a jeté un dernier regard, mélange de regret et de gratitude. Une fois seule, je me suis effondrée sur ma chaise, tremblante. Cette confrontation avait été intense, inattendue, mais d'une certaine manière, libératrice. Le serveur s'est approché, l'air inquiet. « Tout va bien, madame ? Voulez-vous que j'appelle quelqu'un ? » J'ai secoué la tête. « Non, merci. Ça va aller. Je peux avoir un café, s'il vous plaît ? » Alors que je sirotais mon café, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer, j'ai réalisé que cette confrontation, aussi difficile qu'elle ait été, était peut-être exactement ce dont j'avais besoin pour tourner définitivement la page. J'ai sorti mon téléphone et appelé Sophie. « Allô ?» a-t-elle répondu. « Sophie. Tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. » Pendant que je lui racontais tout, je sentais un poids se lever de mes épaules. Ce chapitre de ma vie était enfin clos. J'étais prête à aller de l'avant, plus forte et plus sage qu'avant. En quittant le café, j'ai jeté un dernier regard à la table où cette confrontation avait eu lieu. Un sourire aux lèvres, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait un pas vers mon avenir, laissant définitivement le passé derrière moi. Les semaines qui ont suivi la confrontation au café ont été comme un nouveau départ. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La colère et l'amertume qui avaient été mes compagnes constantes ces derniers mois semblaient s'être dissipées, laissant place à une sérénité inattendue. Mes études de droit des femmes prenaient tout leur sens maintenant. Chaque cours, chaque cas étudié résonnait en moi d'une manière nouvelle. Je n'étais plus seulement une étudiante, j'étais une survivante, quelqu'un qui comprenait intimement les enjeux de ce domaine du droit. Un jour, alors que je travaillais sur un projet de groupe à la bibliothèque, mon téléphone a vibré. C'était un message de Marc, je pars pour Marseille. J'ai trouvé un travail là-bas. Je voulais que tu le saches. Prends soin de toi. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, ne sachant pas trop comment réagir. Finalement, j'ai répondu simplement, bonne chance pour ce nouveau départ.
Cette brève conversation m'a fait réaliser à quel point j'avais avancé. Il y a quelques mois, un message de Marc m'aurait bouleversé. Maintenant, c'était juste une information, ni plus ni moins. Le soir même, j'en ai parlé à Sophie autour d'un verre de vin sur mon petit balcon. « Comment tu te sens par rapport à ça ?» m'a-t-elle demandé, soucieuse. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. « Tu sais quoi ? Je me sens bien. Vraiment bien. Je suis contente qu'il essaie de refaire sa vie loin d'ici. C'est mieux pour tout le monde. » Sophie m'a souri. « Tu as vraiment parcouru un long chemin, ma belle. » Elle avait raison. Le chemin avait été long et difficile, mais j'étais fière de là où j'en étais arrivée. Les mois ont passé. Je me suis plongée dans mes études avec une passion renouvelée. Mon travail au cabinet d'avocat devenait de plus en plus gratifiant. J'avais même commencé à faire du bénévolat dans une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales. C'est là, un samedi matin pluvieux, que j'ai rencontré Amélie. Elle était venue chercher de l'aide, les yeux rougis et les mains tremblantes. Son histoire ressemblait tellement à la mienne que j'en ai eu le souffle coupé. « Il m'a tout pris », a-t-elle murmuré. « Mon argent, mes affaires, ma dignité. Je ne sais pas comment m'en sortir. » J'ai pris ses mains dans les miennes. « Amélie, je sais que ça semble impossible maintenant, mais vous pouvez vous en sortir. Je le sais, parce que j'y suis arrivée. » Et là, dans cette petite salle de l'association, je lui ai raconté mon histoire. Pas en tant que victime, mais en tant que survivante. Je lui ai parlé d'Étretat, de mon réveil cauchemardesque, mais aussi de la force que j'avais découverte en moi, de l'aide précieuse de mes amis, de mon parcours pour reconstruire ma vie. À la fin de mon récit, Amélie me regardait avec un mélange d'incrédulité et d'espoir. « Vous pensez vraiment que je peux m'en sortir ? » « J'en suis certaine », ai-je répondu avec conviction. « Ce ne sera pas facile, il y aura des jours difficiles, mais vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Ce jour-là, en aidant Amélie à établir un plan d'action, en lui donnant les contacts d'avocats et de psychologues, j'ai senti que quelque chose changeait en moi. Mon expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, pouvait servir à quelque chose. Je pouvais utiliser ce que j'avais vécu pour aider d'autres femmes. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis investie encore plus dans l'association. Chaque femme que j'aidais, chaque histoire que j'entendais renforçait ma détermination. Je ne voulais plus seulement être avocate, je voulais être un agent de changement. Un soir, alors que je rentrais d'une réunion à l'association, j'ai croisé Lucie, mon ancienne voisine, dans le métro. « Sarah », s'est-elle exclamée. « Ça fait si longtemps. » Nous avons discuté pendant tout le trajet. Je lui ai raconté ce que je faisais maintenant, mes études, mon travail à l'association. « Et tu sais », m'a-t-elle dit alors que nous arrivions à ma station, « je suis vraiment impressionnée par ce que tu as accompli. Après ce qui s'est passé, beaucoup auraient abandonné. » Ces mots m'ont touchée plus que je ne l'aurais cru possible. Merci, Lucie. Ça n'a pas été facile, mais je suis fière d'où j'en suis aujourd'hui. Cette rencontre fortuite m'a fait réfléchir. J'avais tellement changé depuis cette terrible matinée à Étretat. J'étais passée de victime à survivante, et maintenant j'étais quelqu'un qui aidait les autres à survivre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email inattendu. C'était de la part d'une maison d'édition. Apparemment, quelqu'un de l'association leur avait parlé de mon histoire et de mon travail. Ils voulaient savoir si j'étais intéressée pour écrire un livre sur mon expérience et sur la façon dont j'avais reconstruit ma vie. L'idée m'a d'abord effrayée. Écrire un livre ? Exposer mon histoire au monde entier ? Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que c'était une opportunité incroyable. Non pas pour moi, mais pour toutes les femmes qui se trouvaient dans la situation où j'avais été. Après en avoir longuement discuté avec Sophie et mes collègues de l'association, j'ai accepté. Les mois suivants ont été intenses, partagés entre mes études, mon travail au cabinet, l'association et l'écriture du livre. Chaque soir, je m'asseyais devant mon ordinateur et je laissais les mots couler. C'était parfois douloureux de revivre certains moments, mais c'était aussi incroyablement libérateur. Le jour du lancement du livre est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru.
Debout devant une salle remplie de journalistes, de membres de l'association et d'amis, j'ai pris une profonde inspiration avant de commencer mon discours. Il y a 2 ans, ai-je dit, je me suis réveillée dans une chambre d'hôtel à Étretat, seule et dépouillée de tout. Ce jour-là, j'ai cru que ma vie était finie. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que ce n'était que le début. J'ai vu Sophie dans la foule, les larmes aux yeux, m'encourageant d'un signe de tête. Ce livre n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de toutes les femmes qui ont été trahies, abandonnées, maltraitées. C'est un témoignage de notre résilience, de notre force. Mais c'est aussi un appel à l'action. Nous devons faire mieux. Nous devons créer un monde où aucune femme n'aura à vivre ce que j'ai vécu. Les applaudissements qui ont suivi étaient assourdissants. Alors que je signais des exemplaires du livre, j'ai vu Amélie s'approcher. Elle avait l'air transformée, confiante et souriante. « Votre livre va changer des vies », m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. « Vous avez déjà changé la mienne. » Ce soir-là, de retour dans mon petit appartement, j'ai repensé à tout le chemin parcouru. De cette chambre d'hôtel à Étretat à cette salle de lancement, j'avais traversé un enfer, mais j'en étais sortie plus forte. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à écrire un email. « Cher Marc, je ne sais pas si tu liras ce message, mais je voulais te faire savoir que mon livre est sorti aujourd'hui. Ce n'est pas un message de reproche ou de colère. C'est juste pour te dire que malgré tout, j'ai réussi à reconstruire ma vie. J'espère que tu as trouvé ta voie à Marseille. Je te pardonne. Non pas pour toi, mais pour moi. Parce que ce pardon est la dernière étape de ma guérison. Prends soin de toi, Sarah. » J'ai appuyé sur envoyer sans hésitation. Puis je me suis dirigée vers mon balcon, un verre de vin à la main. Le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville d'une lueur dorée. J'ai pensé à toutes les femmes qui liraient mon livre, à celles que j'aiderais dans mon futur cabinet d'avocats spécialisé. Le chemin vers la rédemption avait été long et difficile. Mais il m'avait mené exactement là où je devais être. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatiente de voir ce que l'avenir me réservait.